voir parce que c'est très intéressant. D'accord, ok. Merci beaucoup. Alors, j'étais dans cette salle en 2014, je pense, plein d'enthousiasme. Le printemps arabe qui a impressionné tout le monde. Aujourd'hui, malheureusement, on parle d'un hiver arabe, d'un cauchemar arabe. Je dis printemps, un cauchemar arabe. Pourquoi? Comment? Donc, je vais en fait fusionner deux conférences scientifiques, parce que ça s'inscrit dans les sciences politiques, mais je vais vulgariser mes théories, mes concepts pour un public que je connais. Je ne pense pas que vous êtes tous des politologues ou historiens, donc j'essaie le maximum de vulgariser ces théories et ces concepts pour fusionner deux conférences, en fait, la sociologie du printemps arabe, puis la sociologie du terrorisme. Essayer de comprendre d'un point de vue scientifique qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, qu'est-ce que nous pouvons avoir demain. Pour le printemps arabe, on a parlé des révolutions. La révolution, on a deux approches, si vous voulez, plusieurs approches en fait pour définir qu'est-ce que c'est une révolution. Mais on va garder les deux grandes écoles, l'école des sciences politiques américaines et l'école marxiste classique. Pour l'école des sciences politiques américaines, une révolution, c'est un changement de pouvoir au sein des élites. Ça veut dire une élite qui tombe, une deuxième élite qui prenne le pouvoir. Donc, ce qui s'est passé en Tunisie, c'est une révolution, puisque l'élite qui gouverne, l'élite de Ben Ali, est tombée, et on a eu l'émergence d'une nouvelle élite. L'école marxiste dit non, ce n'est pas ça une révolution. La révolution, c'est la passation des pouvoirs d'une classe à une autre classe. C'est la Révolution française, 1789, c'est la passation des pouvoirs de la classe féodale à la classe bourgeoise, par exemple. Donc, une école qui ne parle que des classes, on répète le concept de classe tout le temps, et une autre qui ne parle que des élites. On répète le concept des élites tout le temps. Donc, grosso modo, ce sont les deux grandes écoles en sciences politiques du concept de révolution. Je ne vous cache pas, moi je suis adepte des sciences politiques américaines, malgré que je suis de gauche, mais les modèles américains m'ont fasciné en sciences politiques. Je critique souvent la politique américaine dans le monde arabe, mais en termes de sciences politiques, le modèle est fascinant. C'est le modèle de la sociologie de la révolution. Alors, pour simplifier la chose, on va dire que toute révolution a deux séries de facteurs. Les facteurs lointains qui s'accumulent, boum, et c'est le Big Bang, c'est la révolution. La deuxième série des facteurs sont les facteurs directs, ce que nous appelons la situation révolutionnaire. La situation révolutionnaire, par exemple en Tunisie, c'est déclenché le 17 décembre et c'est fini le 14 janvier par la fuite de Ben Ali. En Égypte, ça a pris 3 semaines. On appelle ça revolutionary situation, la situation révolutionnaire. Les facteurs lointains qui s'accumulent, c'est classique. Pour le monde arabe, on a l'explosion démographique. La population a passé à tripler, quadrupler parfois. À titre d'exemple, la population tunisienne en 1956, c'était autour de 4 millions. La saoudienne, autour de 3 millions. Aujourd'hui, la Tunisie, 11 millions. La saoudienne, 30 millions. Donc, il y a une croissance démographique énorme, suivie par une exode rural de la campagne vers la ville. Donc, on a eu les quartiers pauvres qui sont construits de l'immigration rurale vers les villes, ce que vont composer les bidonvilles. Puis plus tard, c'est la réserve de toute révolution, de toute contestation révolutionnaire. Deuxièmement, évidemment, le déclin de la classe moyenne. Parce que toute stabilité politique, ou démocratie même voire, doit être garantie par la classe moyenne. Si la classe moyenne se met en déclin, on a des vrais problèmes. Et ça pourrait tourner vers une révolution. Et ce qui s'est passé en Tunisie, en Égypte, etc. Donc le déclin de la classe moyenne. Tout s'est accumulé, puis pour avoir ce que nous appelons la situation révolutionnaire. Donc on ne va pas longtemps parler des facteurs lointains, parce que ça nous prend du temps et en plus il y a trop de détails. On va parler directement de la situation révolutionnaire. Qu'est-ce que c'est la situation révolutionnaire? C'est technique, vraiment c'est technique. Dans toute révolution, que ce soit la révolution française, bolchevique, chinoise, peu importe quelle révolution, on doit avoir en même temps 3 facteurs. Le premier facteur, c'est la radicalisation de l'opposition populaire qui ne veut plus des réformes, mais le départ du régime. On devient radicaux, on veut plus des réformes, on veut le départ du régime.
Et c'est le résultat et le fruit aussi de la fermeture du système politique. Quand le système politique se ferme, la position se radicalise. Deuxième élément, après on va entrer dans les détails, on va prendre l'étude des cas, ce sont les divisions au sein des élites au pouvoir, les défections. Le noyau dur du pouvoir se décompose. Troisième élément est déterminant dans toute révolution. Ça passe ou ça ne passe pas. C'est la position de l'armée. Il faut soit la neutralité de l'armée, l'armée n'intervient pas, elle devient uniquement observatrice, c'est le cas tunisien, soit la trahison de l'armée vis-à-vis du régime. L'armée lâche le régime et fait un coup d'État. C'est pour cette raison qu'on dirait toujours, dans toute révolution, il y a quelque part un coup d'État militaire. Parce que si une armée reste loyale vis-à-vis du régime et déterminée à défendre le régime ne tombe pas. Il n'y a aucune raison que le régime tombe. J'ai appliqué ce modèle sur toutes les révolutions arabes. J'ai dit par exemple pour Gaddafi, la Libye, le régime ne va pas tomber. Ce qui s'est passé avec la Libye, c'est que l'armée s'est divisée. Cette brigade en faveur de Gaddafi, c'est contre. Donc quand l'armée se divise, qu'est-ce qui va se passer? On tombe dans la guerre civile. Donc on quitte la sphère de la sociologie de la révolution vers la sociologie de la guerre civile. Les cas tunisiens et le cas égyptien sont parfaits. On a bien montré comment l'armée a été neutre, l'armée a refusé de tirer contre les manifestants en premier volet, et deuxièmement a donné des signes que l'armée est avec le peuple pour la révolution tunisienne. Moi j'étais le 12 janvier sur l'antenne de Léman Bleu, la télévision suisse romande, et j'ai dit, ben c'est fini. J'ai vu sur Facebook des images filmées par des amateurs que les officiers et les soldats se solidarisent avec les manifestants. Oui, on est avec vous. Bon, c'est clair le message de l'institution militaire tunisienne. Donc c'est un coup d'État implicite qui a fait que le régime tombe facilement. L'Égypte, c'est la même chose. Reste le cas libyen et le cas syrien ou yéménite. C'est complexe. Si l'armée syrienne veut défendre son régime, pourquoi le régime doit tomber? Si l'armée libyenne gagne la bataille, pourquoi le régime doit tomber? Parce qu'il faut dire que toute révolution doit être toujours une boîte noire fermée. On utilise souvent ce terme dans les sciences politiques, boîte noire fermée. Ça veut dire on ne doit pas accepter des interventions étrangères. Parce que imaginez-vous que la Révolution française a subi une intervention de l'armée allemande ou de l'armée anglaise. Qu'est-ce qui va se passer? La dynamique interne de la Révolution se perd. Après, on quitte la sphère de la sociologie de la Révolution vers les relations internationales et les rapports de force. Et ce qui se passe aujourd'hui en Syrie. Les Russes, les Chinois, les vétos, etc. On a quitté, il n'y a plus de boîte noire fermée. Là, on est dans une question de relations internationales et des rapports de force entre les nations. Alors, cas par cas, d'abord, il faut éviter la généralisation. Moi, j'étais contre le concept du printemps arabe. Je le mets toujours dans des guillemets, parce qu'on s'est inspiré de ce qui s'est passé dans l'Europe de l'Est. Parce que l'Europe de l'Est, l'Union soviétique, c'était un bloc communiste. Donc c'est pareil, la Tchécoslovaquie, la Roumanie, l'Union soviétique, etc. Ça se répète, le système. Mais le monde arabe, il n'est pas pareil. Chaque cas est différent que l'autre. La Tunisie, ce n'est pas le Maroc ce n'est pas l'Arabie Saoudite ce n'est pas le Yémen, le Yémen, ce n'est pas la Syrie. Donc, cas par cas, à mon avis, il faut traiter ce qui s'est passé dans le monde arabe. Alors, le fameux exemple, c'est l'exemple tunisien. On a vécu, comme j'ai dit, la radicalisation de l'opposition, puis l'institution militaire qui a pris position en faveur de la révolution, et troisièmement, les déficiences au sein du pouvoir. Moi, personnellement, je n'avais pas les détails, mais je dis c'est sûr qu'il y avait des défections. Et la preuve que la moitié du gouvernement de Ben Ali s'est mis en prison, la deuxième moitié du gouvernement de Ben Ali a continué à gouverner. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le régime s'est cassé en deux. Les pro-Ben Ali sont en prison, ceux qui ont commis les coups d'État contre Ben Ali sont au pouvoir. On va voir ça dans la vidéo, parce que c'est une vidéo choquante. Deuxièmement, la radicalisation de l'opposition. Je comprends bien la position tunisienne et égyptienne, qui ne veut plus du régime, donc dégage. Dégage, on ne veut plus de vous, malgré le troisième du discours de Ben Ali ou de Moubarak, c'était un discours conciliateur. Ça veut dire, je vous ai compris, je suis prêt pour la réconciliation, donnez-moi encore une chance, je recule, je fais marche arrière. Hop, mais là, ce qui se passe, c'est que l'opposition devient de plus en plus radicale. Elle prend de force parce que la dictature se base ou se fonde sur
La crainte et la peur, c'est un système de crainte et de peur. Le jour où on voit le dictateur qui a peur, l'opposition prend de plus de force. Donc même en sociologie politique, on dit que le dictateur ne doit jamais donner des concessions pendant le processus révolutionnaire, pendant la situation révolutionnaire. Il peut faire des concessions avant ou après, mais pendant la situation révolutionnaire, le jour où Ben Ali a dit « Pardonnez-moi, c'est fini ». La même chose avec Moubarak. Gaddafi, par exemple, il a compris « Non, vous êtes des traîtres, des rats, je vais vous suivre maison. Je ne cède pas ». Le Syrien aussi, il a dit la même chose. Je ne fais pas des concessions, moi. Parce que dans ce processus, pour le dictateur, je ne suis pas l'avocat du diable, mais pour le dictateur, on ne doit pas faire des concessions. Reste la position de l'armée. L'armée tunisienne a choisi, comme j'ai dit, le commandement du peuple. Mais on va voir la vidéo, la version française. L'armée libyenne s'est divisée en deux. Donc, c'est la guerre civile. L'armée syrienne a voulu défendre son régime. Donc, le régime ne tombe pas. Et pourquoi doit tomber? J'ai dit la même chose dès le début. J'ai mis mes vidéos, je dis, mais c'est quelque chose de technique, scientifique, ça n'a rien à voir avec les émotions, l'idéologie. Ce sont des structures. L'armée française, par exemple, à Tunis, on a la place Lafayette. Lafayette, c'est un général français qui a refusé de tirer contre les manifestants français. Donc, c'était la trahison de l'armée française vis-à-vis de Louis XVI. Ainsi de suite, la révolution bolchevique. Donc, toujours, il faut que cette armée dise son mot vis-à-vis de ce qui se passe. Neutralité, c'est bien, ou trahison, c'est encore mieux, vis-à-vis du régime. Mais le problème avec ces révolutions, qu'il y a eu une combinaison entre ce que nous appelons la dynamique interne des sociétés, ça veut dire la boîte noire, et les interventions étrangères. Les interventions étrangères ont cassé le côté spontané et dynamique interne de toute révolution. On a deux fameux exemples qui montrent la contradiction totale de ce printemps arabe. Par exemple, ce qui s'est passé en Libye, c'est une intervention étrangère en faveur d'une révolution contre un régime. Au Bahreïn, on a eu la même chose, mais totalement l'inverse. Ça veut dire une intervention militaire, qui est l'armée saoudienne, en faveur du régime contre la révolution pacifique populaire. Donc, on est face à quoi? Deux poids, deux mesures. La question syrienne. Au Conseil de sécurité, les Américains, les Français, les Britanniques ont voulu répéter le scénario libyen. Mais les Chinois et les Russes ont dit non, plus que 5 fois. Ils ont utilisé le droit de veto. Vous savez, au sein du Conseil de sécurité, il y a 5 pays, 5 États permanents. La Russie, la Chine, les États-Unis d'Amérique, la France et la Grande-Bretagne jouissent de ce que nous appelons le droit de veto. Ça veut dire, moi je dis non, alors on ne discute plus même la résolution, c'est fini. C'est le droit de veto. Chaque pays membre permanent a le droit de veto. Et il y a des pays qui changent selon le continent, qui peuvent dire non, mais n'ont pas le droit de veto. Et le Brésil a dit non, l'Inde a dit non, le Sud-Afrique a dit non. Ce sont 3 pays qui font partie de ce que nous appelons les pays du BRICS. Les pays de BRICS, à leur tête la Russie, la Chine, ils veulent faire un bloc contre la politique américaine dans la région. Par exemple, pour les Chinois, on s'est demandé, la Chine souvent c'est connu, c'est la nation, ne vote ni pour ni contre. Pourquoi cette fois-ci vous utilisez le veto et 5 fois, et alors nous savons tous et toutes qu'un seul veto ça suffit. Le veto russe ça suffit, pourquoi vous utilisez votre veto? Ils ont répondu en anglais, game is over. Le jeu c'est fini, on a compris ce qui se passe. C'est une nouvelle carte du monde arabe, du Moyen-Orient, vous protégez des dictatures, vous voulez faire tomber des dictatures, on comprend bien. Il y a une politique de poids de mesure, donc il n'y a pas de dynamique interne, il y a des interventions étrangères. Et le problème du printemps arabe, c'est que ce processus de conflit entre dynamique interne, ce qui se passe vraiment à l'intérieur des sociétés et l'intervention étrangère, on est face à une suprématie de l'intervention étrangère. Ça veut dire que l'intervention étrangère devient de plus en plus forte que la dynamique interne. Aujourd'hui en Syrie, il y a 80 nationalités qui sont en train de combattre contre les régimes.